Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cet événement organisé par GDG Libreville. Alors, GDG Libreville est une communauté de développeurs, de designers et de passionnés en technologie, que ce soit des experts ou des débutants. Voilà. Nous sommes en général une communauté qui a un but non lucratif. Nous sommes basés à Libreville et on souhaite apprendre, partager des savoirs sur des technologies Google. Alors, GDG Libreville fournit aux développeurs un lieu de connexion hors écran où les membres rencontrent d'autres développeurs locaux ayant des intérêts similaires dans le domaine de la technologie. Et ils assistent aussi à des conférences sur un large éventail de sujets techniques et acquièrent de nouvelles compétences via des ateliers pratiques et des événements aussi comme tels que celui que nous organisons aujourd'hui. Alors d'ailleurs, l'événement que nous organisons aujourd'hui est intitulé Machine Learning. Alors, dans cet événement, nous allons parler des algorithmes d'apprentissage et cet événement sera présenté par Aris Phil et Coucou Kass. Alors, il est consultant dans la boîte de Deloitte Gabon, consultant en audit, IT Risk and Advisory. Donc, voilà. Alors, cet événement va se passer de cette manière. Le présentateur Aris va commencer sa présentation et à la fin de cette présentation, vous pourrez poser vos questions dans la section Q&A qui est à droite de votre écran. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre présentateur. C'est bon, Aris, tu peux commencer. Déjà, bonjour à tous et merci à GDG pour cet événement auquel j'ai été convié et merci Govan pour la parole. Sans plus tarder, je vais vous partager la présentation. Un instant, voilà. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Ok, voilà. Voilà, donc je vais juste réitérer ce que Govan vient à peine de dire tout à l'heure. Voilà, le thème d'aujourd'hui sera porté sur les algorithmes d'apprentissage, axé généralement sur le machine learning. Et pour ce qui est de ma personne, bon, je pense que vous avez déjà eu les grandes lignes. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, concrètement, je sais que nombreux d'entre vous ont déjà entendu parler du machine learning, mais qu'est-ce que c'est que réellement le machine learning? Le machine learning est un sous-domaine du data mining. Mais c'est quoi le data mining? Si vous essayez de prendre les mots, disons, au premier sens du terme, data qui veut dire en anglais données et mining qui veut dire en quelque sorte faire l'action de miner. Donc, c'est un peu en analogie comme si vous étiez dans une mine et vous recherchez quelque chose de précieux. C'est pareil un peu avec les données, c'est-à-dire que le data mining, c'est un domaine qui permet de rechercher à travers une multitude de données qu'on a des informations précieuses qui vont nous aider. Donc, comme vous pouvez le constater, le machine learning est un sous-domaine du data mining, comme je l'ai dit, et nous avons comme domaine connexe les statistiques et l'intelligence artificielle. Donc, voici quelques grandes normes que je vous invite à regarder pour ceux qui sont intéressés sur le sujet ou qui veulent approfondir un peu. Nous avons trois différentes normes. Une norme portée sur l'intelligence artificielle et tout ce qui porte sur les notions fondamentales et systèmes experts où vous pourriez voir tout le vocabulaire qui tourne autour de ces thématiques-là et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que le machine learning concrètement? Le machine learning, c'est littéralement de l'apprentissage automatique. En quelque sorte, c'est une forme d'intelligence artificielle qui permet à un système d'apprendre à partir des données et non d'une programmation explicite. Ça veut tout simplement dire que au lieu de faire la programmation classique comme on a l'habitude de faire, ce sera une sorte de programmation qui n'est pas totalement qui n'est pas totalement comme ce qu'on a l'habitude de voir. Exemple pour que vous puissiez mieux apprécier la chose et mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, on comprend bien le machine learning, mais après on se demande quel est l'objectif du machine learning, il a été créé pourquoi. Donc, le machine learning a un but de remplacer l'être humain dans toutes les tâches opérationnelles, organisationnelles, analytiques, décisionnelles et créatives. Bon, après, pour des raisons d'éthique, d'autres seront peut-être contre le fait, mais si vous avez remarqué et vous remarquez un peu l'histoire de l'évolution technologique, on est dans un monde où, au fil du temps, on se bat pour pouvoir réduire les tâches de travail.
Donc, il y a jamais rien il y a jamais de progrès sans sacrifier quelque chose. Donc là, nous avons le cycle de vie du machine learning. Nous avons, en première vue, comme toute chose, identifier le problème, savoir de quoi il s'agit, préparer les données. Dans l'aspect de préparation de données, nous avons tout ce je veux dire, c'est-à-dire des données qui ont été mal saisies, des données qui sont sous différents formats. Il faut les regrouper pour pouvoir en faire un format, disons, générique. Et nous avons l'exploration des données, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de normaliser toutes les données, mettre dans un format générique, explorer les données, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces données. Et cette partie est suivie de la transformation et sélection. La transformation et sélection n'est rien d'autre que tout ce qu'il y a en termes disons, de mutation de données, c'est-à-dire, par exemple, s'il y avait des dates qui étaient dans un autre format, il faut les remettre dans un autre format et ainsi de suite. Un peu ce genre d'exemple et de transformation. Et il faut sélectionner ce qui est utile. Par exemple, si j'ai envie d'étudier, par exemple, des données sur la bourse pour voir s'il y aura une action qui sera prédictive ou intéressante pour que je puisse faire un placement d'ordre, il faut bien que je puisse sélectionner des indices qui me permettent d'aller dans ce sens et ne pas, par exemple, prendre une donnée qui n'a rien à voir avec le traitement. Et par la suite, nous avons la construction du modèle. La construction du modèle, le modèle ici n'est rien d'autre que, disons, l'algorithme qui a été trouvé par rapport aux données. Mais ça, c'est un peu plus vaste et un peu plus technique. Nous verrons ça par la suite un peu. Je vais bien vous expliquer cette partie à quoi elle consiste. Et après, nous avons le modèle. Comme tout modèle qui est créé, tout modèle qui est créé n'est pas forcément un modèle, disons, exhaustif. Il faut bien le valider. Il faut bien voir s'il répond vraiment aux besoins, aux attentes disons, de son déploiement. Et nous avons par la suite le déploiement du modèle. Le déploiement du modèle qui n'est d'autre que la mise à disposition des autres équipes qui vont utiliser le modèle. Parce que généralement, les postes qui sont dédiés au machine learning sont souvent scindés. Il y a des équipes qui consomment des modèles sous forme d'API, sous forme de disposition web ou bien un serveur. Et pour la fin, nous avons l'évaluation des résultats pour essayer de voir un peu est-ce que les résultats qu'on a obtenus, ça concorde bien avec ce qu'on avait pour une vision business, pour une vision managériale. Désolé, voilà. Et la chronologie, pour la petite histoire, pour les plus curieux, vous pourriez fouiller un peu plus. Nous avons, premièrement, au début des années 50, nous avons eu l'intelligence artificielle qui est venue avant toute chose. Ce fut le premier réveil avec la venue du perceptron. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tout premier algorithme qui a été implémenté, qui permettait de faire de la classification binaire, c'est-à-dire dire si quelque chose est vrai ou faux, ou bien quelque chose on doit le faire ou on ne doit pas le faire. Voilà. Et par la suite, lors des années 80, comme l'armée s'est lancée dans l'aventure machine learning, ils se sont dit oui, comme on a des ordi un peu plus puissants, pourquoi ne pas partir dans une autre thématique, dans une autre manière de penser. Et là, pour pouvoir faire des missiles, par exemple, téléguidés qui permettent de s'auto-réguler avec des serres aussi orbitales qu'on envoyait dans l'espace, ils se sont dit oui, on va avoir développé de pensée autour de la learning est né. Et par la suite, les ordinateurs ont été vraiment très, très puissants. Et là, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond en français, où c'est un peu une suite du machine learning un peu plus complexe, mais aujourd'hui, ça ne fera pas l'objet de notre présentation. Donc, voilà un peu une vue d'ensemble du machine learning. Vous avez trois principales branches, notamment l'apprentissage non supervisé, qui contient la réduction dimensionnelle, le clustering avec plusieurs algorithmes que je vous laisserai le choix de pouvoir mettre pause et pouvoir approfondir un peu plus. Nous avons l'apprentissage supervisé qui contient la classification et la régression. Et enfin, l'apprentissage par... Maintenant, les types d'algorithmes d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé? Tout à l'heure, je viens à peine de le notifier, mais qu'est-ce que c'est techniquement? C'est une technique d'apprentissage automatique où l'on cherche à produire automatiquement des règles à partir d'une base de données d'apprentissage, des exemples d'objectifs labellisés. En quelque sorte, de manière brève, c'est tout simplement pour dire, par exemple, je vais vous donner un exemple parce qu'on dit avec des exemples plus facilement on appréhende les concepts.
Donc, quand vous prenez, on vous dit par exemple, voici un chien. Le chien a par exemple des labels, vous avez le museau, la longueur du museau, vous avez par exemple les quatre pattes, il y a des caractéristiques qui caractérisent un chien. C'est ce qu'on appelle des labels. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est se baser par exemple sur ces labels-là pour que si vous voyez par exemple un nouvel animal, vous puissiez dire tel est un chien, tel est un chat, tel est un lion par exemple. Donc, c'est ça un peu le but de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire s'inspirer de ce que vous connaissez, ce qui est appelé en termes techniques label, pour pouvoir déduire quelque chose par rapport à une nouvelle chose que l'on vous propose. Et l'apprentissage non supervisé, ce n'est rien d'autre que, on va dire, un peu le contraire de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire, là, c'est un peu, c'est-à-dire, on vous présente des animaux, vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose, bon, on suppose que vous ne connaissez pas à quoi ressemble un chien, bon, vous connaissez à quoi ressemble un chien, mais on vous propose, par exemple, je ne sais pas, d'autres animaux brassés, bon, je vais dire n'importe quoi, un chien qui a été brassé avec un autre animal, et on vous dit, cet animal-là, à quelle espèce vous pouvez le rapporter, par exemple. Donc, en vous basant sur en vous basant sur des semblances, vous pouvez catégorifier certains groupes, en fait, dire que ça, ce sont des chiens, ça, ce sont des chats, et ainsi de suite. Et en quelque sorte, c'est ce que je présente un peu dans ce slide-là. C'est-à-dire que là, vous avez les dettes, le salaire, et après, une fois, vous voyez bien que ça a été scindé, ça a été supervisé en se basant sur quel principe. Et là, ici, en deuxième lieu, vous avez un peu les clusters qui ont été créés. Les clusters, ce n'est que des regroupements, des groupes homogènes, en fait, en quelque sorte. Bon, soi-disant. Et on a l'apprentissage par renforcement, qui est un apprentissage très intéressant. Je ne sais pas si de l'anecdote du meilleur joueur de Go qui a été battu par une machine. Et justement, cette machine-là se basait sur ce type d'apprentissage. C'est un type d'apprentissage où c'est basé sur du scoring, c'est-à-dire on implémente une intelligence artificielle et on se dit, fais des erreurs, un peu comme le bébé, il apprend quand il naît, fais des erreurs et tant que tu fais des erreurs, quand tu trouves, disons, ce qui est juste, on te récompense pour ça. Donc, c'est un peu, cet algorithme se base un peu sur ce principe-là. Et nous allons rentrer dans les algorithmes de classification. C'est quoi les algorithmes de classification? Ce n'est rien d'autre que... Oui? Allô? Oui, allô? Dimitri, tu m'entends? Oui. Govan? Ah oui, continue. Voilà, excusez-nous pour le désagrément. Donc, dans les algorithmes de classification, comme vous avez pu le remarquer, le c'est-à-dire, c'est un théorème. Parmi ces théorèmes-là, vous avez des grands théorèmes très connus. Indépendance. Les variables, disons, tous les critères qui sont choisis ne dépendent pas l'un des autres, en fait. Et c'est l'un des algorithmes les plus utilisés en data mining. Pour application, pour ceux qui voudront se lancer dans ça, explorer un peu plus, automatique du langage naturel, NLP, c'est et autres. Et vous avez des détections de spam. Dimitri, je pense qu'on a perdu le talker. Allô? Oui, Govan, tu m'entends? Oui, ben en fait, moi j'ai un problème là. Je crois que je n'entendais plus Harris là. Moi également, je l'entends plus. Je pense qu'il a dû être déconnecté.
Ah, d'accord, je pensais qu'en fait c'était un problème chez moi. Ok, il doit avoir sûrement un problème technique, donc on va voir encore un instant. Dimitri, tu es là? Je l'appelle. D'accord. Il arrive. Moi, j'étais déjà concentré là à les algorithmes de classification, hein, Naive Bayes, NLP, apprentissage. Ah là 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 là. C'est vrai. Ouais. C'est quoi, c'est un petit problème technique ou bien c'est quelque chose qui va prendre du temps? Ah, lui-même, il ne savait même pas qu'il n'était plus là. Donc, je lui ai dit qu'on l'attendait. Qu'il ne va pas nous laisser en plan après nous avoir mis l'eau à la bouche comme ça. Ou à la bouche, vraiment. Ah. Alors qu'il arrive. D'accord. Et c'est déjà voir comment tu vas concevoir tes sites avec ça. Ça, c'est pour le projet de l'attention artérielle, là. Ah, On veut suivre les patients avec la machine learning. C'est bon, c'est bon. Nice. Il y a ton micro qui est désactivé là si tu es en train de parler. Ton micro est désactivé. Ouais, mais ça passait pas tout à l'heure, j'essayais de forcer là, je sais pas, il y avait un bug là. C'est Oui, bon, vous oui. m'écoutez? Oui, oui, là c'est bon. Ok, ok. Ah, vraiment désolé, hein, pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave. Ok. La technologie, ça vient sa part. Donc, je vais revenir où j'étais là. Donc, je parlais de l'algorithme de classification qui. Attendez un instant, ça change. Voilà. Donc, je parlais des algorithmes de classification, que les algorithmes de classification étaient liés à tout ce qui était classification en fait, au premier sens du terme. Donc, parmi ces algorithmes, nous avons l'algorithme appelé Naive Bayes, qui est un théorème fondé sur une hypothèse d'indépendance. C'est-à-dire que chaque critère concerne en fait. Et c'est un algorithme parmi les plus utilisés en data mining. Et comme application, vous avez le traitement automatique. Ça, c'est autrement appelé NLP. Et c'est ce qui permet un peu de faire ce que vous les chatbots et autres là un peu plus avancés. Nous avons la détection de spam qui permet en fait de reconnaître est un spam ou pas. Et je pense que c'est un peu ce qui est adopté par tous les SaaS là, Gmail, Outlook et autres. Et les systèmes de utilisés dans le e-commerce, je pense que tout le monde a déjà été soumis à ça. C'est-à-dire lorsque vous choisissez un article, on vous propose des articles allant dans le même sens ou bien des articles que des personnes qui ont les mêmes préférences que vous aurez choisi. Et on a l'analyse des sentiments. Bon, ça c'est très explicite, je pense. Et comme je disais, le théorème de Bayes, voilà, il est basé sur Bayes, qui est basé sur le théorème de Bayes, mais je ne veux vraiment pas m'attarder dessus. Ça, c'est vraiment à titre informatif pour ceux qui voudront aller un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est la démonstration qu'on est arrivé et autres. Après, bon, j'avais préparé un petit exemple dessus pour comment ça fonctionne. Voilà, Ça, c'est un peu plus technique. Je vais
aller un peu par voilà, naive base, voilà. Préparer un petit exemple là pour ceux qui aimeraient implémenter ça dans le langage de leur choix. En fait, ici, si vous voulez, on a normalement dit on aimerait jouer au tennis, mais à quel moment, en fait, par exemple, si on tient un terrain de tennis, on se dit, bon, à quel moment on aimerait, par exemple, pouvoir ouvrir, avant de dire quand est-ce que le temps est bon pour jouer au tennis, peu ou pas. Donc, il y a ce qu'on appelle des features qui ont été énoncées ici. On a le temps ici, le temps, le facteur du temps qui compte la température, le vent, l'humidité. Voilà, et la question ici, disons le target, la cible, qui dit si est-ce qu'on va jouer ou pas. Donc là, on a ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que tout ici est labellisé. Par exemple, ici, bon, en logique, tout ce qui est là, c'est juste à titre d'exemple. C'est-à-dire lorsque la température est douce, le vent est fort, l'humidité est fort, est-ce qu'on va jouer au tennis? C'est-à-dire il y a plusieurs exemples comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On se dit, appliquer le théorème de Bayes, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire, on pose la question, quelle est la probabilité que le temps est pluvieux? C'est-à-dire la probabilité, oui, quand c'est pluvieux, en fait, sachant, oui, ça sur le théorème de Bayes qu'on a. Donc ici, par exemple, tourne autour des probabilités, vous allez faire le calcul qu'il faut pour trouver la probabilité du temps facilement à l'aide des calculs de formule Excel. Et au contraire, ça nous permet de prendre de telles décisions. On a une probabilité, par exemple, de 0,33. Donc, ça se voit que on ne peut pas passer par les 0,50. Donc, quand, par exemple, on ne peut pas jouer, c'est tout. Donc, c'est un peu sur ça que le modèle de algorithmique machine learning se base, en fait. Quand vous l'implémentez avec, disons, un peu plus large, et avoir, disons, des réponses sur ce que vous avez envie de dire. Et là, on a ce qu'on appelle KNN classification, qui est un algorithme machine learning. C'est l'un des algorithmes les plus faciles, mais plus coûteux en calcul de CPU et de RAM. Vous allez un peu voir un peu le principe de l'algorithme. Basique, intuitif, mais il demande beaucoup en ressources. Donc, son application, il fait la reconnaissance des motifs, tout ce qui, etc., tout ce que vous pourrez. Il fait de la planification marketing, aussi comme FBase et la substitution de valeurs en compte. Bon, ça, c'est un peu dans l'eau. Par exemple, pour des entreprises qui sont très rigoureuses en termes de saisie de données, ils sont collaborateurs qui ne nécessitent pas des données, ils oublient par exemple. Et quand l'ingénieur machine learning il récupère les données, il a envie de travailler pour un modèle. Il a du mal parce qu'il manque des modèles. Donc, ce genre d'algorithme permet en fait de trouver avec des formules mathématiques et des approches valeur qui pourrait automatiquement remplacer cette valeur vide-là. Donc, ici, je vous ai... Ici, on a, par exemple, on aimerait une banque. Est-ce que se base et le revenu, est-ce que à, par exemple, percevoir un crédit? Voilà, c'est ça. Donc, personne qui a une ancienneté de 6 ans, il touche 18 millions de salaire. Bon, c'est vraiment à titre de... Il a 2 ans, il touche 5 millions de salaire, ainsi de suite. On voit que là, il peut pas, défaut, c'est pour dire qu'il ne peut pas toucher, et sans, c'est pour dire oui, on peut lui accorder un crédit au sein de la banque. Donc voilà. Donc nous avons un peu ce schéma qui a été dégagé pour tous ces points. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend un nouveau, c'est-à-dire le nouveau, c'est celui qui est gris ici, on se dit, il a 7 ans d'expérience et voilà, bon, je suppose que là, c'est 18 et il touche 18 millions de salaire. Il peut accorder un crédit sans réfléchir d'après le modèle que le KNN Classification nous aura dégagé. Donc, l'idée ici, en fait, si vous comprenez bien, le KNN, il utilise la distance euclidienne pour se rapprocher des plus proches voisins, en fait, c'est ce que ça veut dire en anglais. Donc, quand on parle de k égale à 3, donc, tout ce qui va, c'est comme si on traçait un cercle, c'est-à-dire tous les 3 points qui vont se rapprocher de ce nouveau.
sera utilisé pour pouvoir prédire la nouvelle du nouveau arrivé, du nouvel arrivé en fait. Donc, du coup, ici, comme vous voyez ici, comme on a dit K égale à 3, donc ce sera le rouge, le vert, ses voisins. Et donc, ici, comme la classe des verts prédomine, les verts, ce sont les cercles. Ce nouveau client est considéré comme un saint. Donc, c'est-à-dire, on peut faire confiance, on peut lui accorder un crédit. C'est un peu comme ça fonctionne. Si on avait dit K égale à 5, on aura un cercle qui encercle un peu tout ça. Et là, toujours, il est saint, toujours, on aurait toujours pu. Donc, excusez-moi, je n'avais même pas projeté. Ça, il va être petit. Donc, mais il y a un problème qui se pose, c'est que comment on fait pour le déterminer? C'est bien de dire 3 voisins, 4 voisins, mais comment on fait pour le déterminer en fait? Bon, plus K est grand, moins la classification est un peu logique, parce que si K est grand, ça veut dire qu'on a plus de points qu'on va toucher et autres. Le club sera un peu. Dans ce cas, comme je disais, il faut regarder les caractéristiques des données, tester différentes métriques de distance et différentes valeurs de K. Ça, c'est un peu à l'aveuglette, mais c'est quelque chose qui marche si vous implémentez avec une boucle for pour les gens qui connaissent. En quelque sorte, c'est un peu testing, K égale à 1, K égale à 2, K égale à 3. Et lorsqu'on voit qu'à partir d'un certain cas, il y a une valeur qui commence à se stagner, alors là, on se dit qu'on a le bon cas. J'ai créé un exemple très rapide que vous pourriez voir. Comme là, par exemple, bon, là, c'est une implémentation Python. J'ai utilisé Scallion pour pouvoir le faire. Vous passez tous ces trucs de code là. Juste réexécuter toutes les données ici. Tac, voilà. Là, ici, je génère le modèle. Voilà. Et là, la partie la plus importante vous concernant, c'est où je fais la prédiction. Là, je me dis, oui, bon, s'il y a quelqu'un qui a 7 millions, qu'est-ce qu'il est? Il est 100. Ok, bon. On peut dire, bon, si c'est quelqu'un, bon, il a, je sais pas, il a une année d'expérience et il touche millions, bon, qu'est-ce qu'il est? Bon, c'est clair qu'il a assez d'argent, donc du coup, la banque aura confiance. Donc, ça, c'est pour nous permettre de faire ce genre de prédiction-là, en fait. Et on a l'arbre de décision. Des décisions qui sont un peu plus larges, mais bon, ici, je vais juste présenter un concept. Il est plus utilisé dans ce qu'on appelle la régression. Bon, la régression ici, c'est rien d'autre que ce que je ne fais qu'expliquer depuis le matin. Bon, depuis le début du slide, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire se baser sur des données qu'on a, générer une fonction et sur cette fonction-là, projeter pour dégager disons, mais bon, là, c'est un peu plus techniquement, ça part. Et faire aussi de la classification, comme on a vu avec le naive Bayes et le KNN classification. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle prédictif qui possède par une structure arborescente une hiérarchie de tests extraits de données d'apprentissage pour partitionner les données en sous-groupes homogènes du point de vue de la variable à prédire. Bon, ça c'est un peu littéral, c'est un peu très verbal. En quelque sorte, c'est ça. C'est ça un arbre. On a une racine. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, si par exemple un lycéen peut, par rapport à ses résultats, avoir une bourse. C'est-à-dire ici, il sera en haut et là, il y aura deux côtés qui vont basculer. Par exemple, on va dire, est-ce que, par exemple, si l'âge d'éligibilité, c'est 20 ans, est-ce qu'il a 20 ans? S'il n'a pas 20 ans, on bascule ici. S'il a 20 ans, on bascule. En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est des hypothèses imbriquées, un peu comme beaucoup de boucles if pour ceux qui développent, qui vont permettre, en fait, d'arriver au final à un résultat concluant. Donc, ici, on a la logique de construction, c'est-à-dire un ensemble de dépôts de l'attribut de classification. Comme j'ai dit, le mot tout à l'heure, dans l'exemple, c'était l'âge. Et vous avez d'autres attributs qui rentrent dans la nouvelle branche parce qu'il faut bien qu'on ait plusieurs pour pouvoir arriver à la fin. Et quand est-ce s'arrêter? Parce qu'il faut bien s'arrêter, sinon un arbre aller à l'infini. On s'arrête lorsque la partition ne peut plus être divisée, c'est-à-dire qu'on arrive à un nombre de feuilles. Les feuilles, ce sont les dernières, disons, les derniers sous-groupes des nœuds.
comme ici, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, là, par exemple, ce sont des feuilles qui sont là. On s'arrête lorsque ça ne peut plus être divisé, quand on a atteint un critère prédéfini, par exemple, qu'on voulait prédire, c'est où on s'arrête. Le pruning, bon, l'objectif, c'est situer le niveau de nœud optimal pour trouver le juste équilibre sur apprentissage de l'algorithme. C'est quoi un surapprentissage? Bon, je vais vous donner un exemple tout simple. Supposons que vous êtes dans une salle, il y a plein de garçons, et voilà, vous avez une fille parmi les garçons. Par exemple, si vous voyez, quelle est la probabilité? Bon, ça c'est un peu un truc gauche, mais je fais appel à votre logique. Logiquement, si vous à l'intérieur, il y a trop de garçons, vous allez facilement avoir tendance à l'assimiler à tout ce que les garçons font en fait. Donc, c'est un peu ça le surapprentissage, c'est-à-dire trop utiliser des données qui vont influencer en fait le cours de l'algorithme en fait. Et vous avez d'autres algorithmes que je vous invite à visiter pour les plus curieux, la régression logistique binomiale, SVM qui encore supporte Vector Machine et le Random Forest. Et nous allons aborder les concepts de régression. Comme je parlais de ça, mais on va un peu plus rentrer dans les profondeurs. C'est un algorithme qui prend en entrée un certain nombre de variables pour générer des prédictions sur une variable quantitative connue. Bon, moi, je préfère tout. Mais avant d'aller aux exemples, je vais vous lister des exemples d'applications où vous pourriez bien l'utiliser. En finance, vous pourrez l'utiliser pour la prédiction des agrégats économiques. En immobilier, par exemple, le prix des immeubles, des appartements, quand vous êtes un nouveau constructeur, vous voulez vous baser sur des critères du quartier, par exemple, que les anciennes personnes qui étaient là ont fait et ont proposé afin de trouver le prix de votre bien immobilier. En deuxième, vous pourrez estimer la demande d'un bien ou produit par les entreprises ou au gouvernement. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple à titre illustratif. Vous aviez là les ventes et vous avez les publicités. Bon, la question qui se pose ici, c'est que combien de produits vendus avec un budget de 2 millions? Voilà, c'est ça. On parle de 2 millions, c'est 2 millions concernant la publicité. C'est-à-dire que comme là, on a le nombre de ventes et on a ce qu'on dépense en publicité. Si on a l'argent en publicité, on peut essayer de dégager approximativement le nombre de ventes qu'on pourra faire. Ça, c'est important pour tout ce qui est vision marketing et un peu vision de l'entreprise dans les finances. Donc, on se pose la question, voilà, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer des points, on va dégager un graphique. Bon, là, peut-être que là, on arrive à dégager un graphique parce que la dimension, elle est très petite. C'est là, disons, ce qu'on appelle one feature, c'est-à-dire une variable. Donc, du coup, là, on peut le voir, mais une fois qu'on va monter à dimension 3, dimension 3, on peut essayer d'illustrer, mais à partir de tout ce qui dépasse troisième dimension, 4 dimensions, 5 dimensions, on ne va pas pouvoir l'illustrer graphiquement. Ce n'est pas tellement grave parce que c'est la machine qui travaille à notre place. Donc, comme vous pouvez le voir là, on a par exemple les publicités. 500 ici, en fait, on a dégagé rien que des points par rapport. C'est un peu comme si vous avez X qui est de coordonnées, 500, 150, on a dégagé des points. Et le but ici de la régression, c'est de trouver une fonction qui essaie de passer en points. Si vous pouvez bien. Bon, je vais poursuivre. Ça, c'est juste un terme de glossaire de lexique, variable dépendante. En quelque sorte, ici, si vous voulez comprendre la variable dépendante, c'est la variable ici qui est appelée en fait en publicité. Bon, c'est la vente, c'est la target, la cible. Et la variable est feature, c'est-à-dire sur les données sur quoi on s'appuie pour pouvoir définir en fait une sortie. Et on a aussi les fonctions d'hypothèse, mais peut-être plus en détail. Ici, ça c'est le schéma, comment ça se passe. On prend les données d'un échantillon et on applique d'apprentissage. Ici, c'est ce qu'on appelle la fonction, juste comme vous l'avez vu ici, fonction d'hypothèse. Si vous faites de maths, c'est un peu sur la forme y égale à ax plus b, c'est-à-dire on essaie de dégager une droite et on essaie de voir un peu les points qui vont essayer de passer par ces droites-là. En fait. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire minimiser l'erreur des points, c'est-à-dire choisir la meilleure position, c'est-à-dire l'ordinateur va tout le temps réfléchir
essayer de minimiser les coûts. C'est-à-dire, il va choisir la somme de tous les erreurs des points qui sera minime afin de déterminer le meilleur emplacement de la droite, ce qui sera la meilleure pour pouvoir projeter une nouvelle valeur estimation. Bon, c'est un peu trop du chinois, mais bon, j'espère qu'avec plus d'approfondissement, vous pourrez voir. Là, c'est la somme des carrés des erreurs. Voilà. En quelque sorte, comme j'ai expliqué, toutes les erreurs seront sommées. Et là, c'est tout ce qui est fonction de coût. Et bon, ça, c'est un peu plus. Et ça, c'est juste à titre informatif pour les gens qui aimeraient avoir des questions ou bien pour plus approfondir. Et comme désolé de t'interrompre, mais il te reste 15 minutes là. D'accord. C'est bon. J'ai quasiment fini. OK. Et comme autre algorithme, il y a la régression polynomiale et la régression multivariée. Les concepts de clustering, bon, le clustering, c'est en quelque sorte regrouper des valeurs dans une même catégorie, en fait. Et bon, c'était ça. En fait, c'est comme vous voyez là. Un peu plus. Mais sans plus tarder, je vais vous donner les applications. Vous avez qui est différenciation dans les marchés, l'information retrieval, ce qui permet de en se basant sur les anciennes informations, la géologie, la datation de fossiles et autres, la criminologie, sociologie, en tout cas, tout ce que vous pourriez imaginer dont vous aimeriez faire. Et le plus célèbre d'entre eux s'appelle le K-means clustering, qui permet en quelque sorte, si vous voulez bien, je vais essayer de vulgariser le concept. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous êtes là, vous avez des étudiants qui viennent là et tout, tous mélangés. Il y a des gens qui n'apprennent pas, il y a des gens qui apprennent et tout. Et vous avez un groupe de personnes et on vous dit, par exemple, dans ce groupe de personnes, basez-vous sur des critères prédéfinis par vous-même pour pouvoir dire, par exemple, ceux que vous voyez qui peuvent être sérieux, ceux qui peuvent être délinquants, tout ça. Et du coup, c'est ce que l'algorithme fait. Il essaie de se baser sur un certain nombre de critères ressemblants, dégager des groupes en fait. En quelque sorte, c'est ça. Donc, l'avantage, c'est qu'il est rapide à générer des clusters sensibles aux valeurs aberrantes. C'est-à-dire, si vous avez des valeurs qui sont aberrantes, ça va beaucoup impacter sur le modèle, en fait. Et inconvénient, la solution finale dépend d'un choix aléatoire des centres des clusters. Ça, c'est une technique. Je vous invite à regarder la documentation pour en savoir un peu plus. Vous avez K-Memory, K-Medoid, K-Modes, carte auto-organisée et les nuages dynamiques. Donc, j'ai ainsi fini. Donc, je suis ouvert à toutes les questions. OK. Bon, bravo déjà pour ta présentation. C'était très instructif. Hein. Moi, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, voilà. Bon, au cours de ta présentation, j'ai rédigé quelques questions. Hein. Je pense que les autres vont faire juste après moi. Donc, ma première question est la suivante. D'accord. Quelles sont les technologies autour du machine learning? Les technologies autour du machine learning, bon, c'est sûrement autour du machine learning, souvent le fait from scratch, c'est-à-dire de rien. En partant de rien, mais après, il y a des solutions cloud qui existent, un peu comme des géants. Azure a ce qu'on appelle un service Azure ML. Vous pouvez voir Azure ML. Je pense aussi que GCP en a un, Google en a aussi. En fait, tous les grands géants du cloud que vous connaissez hébergent des services ML. Mais bon, autour des technos, bon, je vais dire que le plus souvent on l'implémente avec des langages comme Python, Python. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quel langage, mais après, il y a des contraintes qui vont se créer pour des réductions dimensionnelles, autre chose, des trucs un peu plus techniques. Ça dépend de votre besoin, mais le plus souvent, c'est from scratch qu'on le fait, en fait. D'accord. Mais non, comment est-ce qu'on... Oui, je t'écoute. D'accord, donc from scratch, donc ça veut dire que tu as parlé de Python, donc ça veut dire quoi? Que pour un projet de machine learning, on utilise seulement Python comme langage de programmation. Bon, je veux pas dire seulement, mais je vais dire que jusqu'alors, c'est celui qui a fait ses preuves, en fait. Donc, traitement de machine learning et, disons, d'intelligence artificielle en général.
C'est le langage numéro 1 le plus adapté en ce moment. Après, il peut y avoir des petits remaniements sur d'autres langages, essayer d'adapter, comme on a l'habitude de faire, bidouiller. Mais après, à un certain niveau, lorsque le projet est assez costaud, on rencontre rapidement des limites, en fait. D'accord. D'accord. Et ma deuxième question est la suivante. Comment est-ce qu'on élabore un projet de machine learning? Bon, je pense que, je sais pas si tu as vu le slide, je t'ai montré un peu le cycle de vie, c'est justement ça. Les grandes lignes ici, je vais essayer de reprojeter encore pour mieux appuyer ce que je vais prononcer. Ah, tac, tac, tac. Voilà. J'ai pris là. Un projet machine learning, en tout cas, tourne autour de toutes les actions que vous allez mener, en quelque sorte, tourne autour de vie. Commencez après, une fois que vous avez, il faut préparer les données. Et généralement, ça va lié le plus souvent au big data, c'est-à-dire qui est récupération des données, flux de données, vous récupérez dans toutes les sources, que ce soit Microsoft, serveur, ce que vous voulez, vous les préparer. Après, c'est explorer. En tout cas, bon, je ne vais pas revenir dessus, je t'invite à regarder le cycle de vie, mais c'est un peu comme ça qu'on élabore un projet machine learning, en fait, en respectant ces différentes étapes, les actions, pour pouvoir encadrer une bonne suite de ces étapes-là. D'accord. Et la troisième question, elle est en rapport justement avec la question comment est-ce qu'on élabore un projet, c'est quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réaliser un projet de machine learning. Est-ce que c'est moyen, c'est-à-dire il faut de gros moyens ou bien n'importe qui peut se lancer comme ça dans un projet de machine learning? Pour répondre à ta question, déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données, en fait. Ça, c'est clair. Ouais. Une nouvelle entreprise ne peut pas se lancer. Moi, je fais du ML, sauf si elle propose des services à des entreprises qui ont déjà des données en fait stockées quelque part. Et il y a un nombre de données qu'il faut avoir qui est assez représentatif et assez significatif en fait. Donc, du coup, pour répondre à ta question de manière explicite, tout le monde peut, mais seulement s'il a des données au préalable. C'est ça en fait la mine d'or. Sans données, on peut faire. D'accord. Donc, en fait, le machine learning est directement lié au big data, quoi. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Parce que le big data, le machine learning, c'est un peu une continuité du big data. Parce que le big data, c'est un peu réunir les données, automatiser des flux, rassembler ça dans les mêmes entrepôts. Après, il faut bien utiliser ces données. Et c'est à ce moment que, si vous voulez bien, le machine learning fait son entrée, en fait, pour pouvoir clôturer. Ok, d'accord. Bon, ben maintenant, je vais passer à une question de Dimitri Angoua. Il demande quel modèle utiliser pour prédire le nombre de cas contacts de Covid. Bah, c'est justement le type de... Vous pouvez avoir une approche de clustering. C'est quoi? C'est l'exemple tout bête que j'ai pris là, c'est-à-dire vous avez plein d'animaux qu'on mène là dans la salle et on se dit, ok, bon, voilà, essayez de les séparer. Bon, vous savez par exemple qu'un lion, ça ressemble à ça, mais est-ce que dans les animaux que vous avez là, par exemple, essayez de sélectionner des noms, des lions dedans. C'est-à-dire qu'il y a des labels, par exemple, pour les cas contacts Covid, on sait en quelque sorte qui en fait il a côtoyé en fait. On sait, par exemple, quand il y a un cas contact Covid, bon, je vais citer des données qu'on pourrait avoir. Par exemple, généralement, comment ça se passe? Il y a un homme, par exemple, moyen, est-ce qu'il contamine le plus souvent les contacts des gens qui ont déjà été contaminés? Est-ce qu'ils ont un cas contact qui est supérieur à 10 ou inférieur à 10? Donc, on se base un peu sur plusieurs questions qui tournent autour des sujets. Et du coup, après, on utilise soit une régression ou bien un algorithme de clustering lorsqu'on a envie de trouver les cas contacts. Mais ça, c'est vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas avoir assez de données pour les cas contacts parce que c'est quand même assez délicat. Il faut avoir des critères sur le déplacement de la personne. Il faut avoir des critères, par exemple, sur, disons, est-ce que la personne a l'habitude de toucher? C'est quelqu'un de très tactile. Tu vois, des trucs que forcément, on ne peut pas dégager de manière générique chez tout le monde, en fait. Donc, chacun se comporte un peu à sa manière de pouvoir générer ce genre d'algorithme-là. D'accord. Bon, je ne sais pas si Dimitri est satisfait de la réponse.
En attendant, on va passer à sa deuxième question. Il demande quel est l'intérêt du GPU dans l'entraînement des modèles. Bon, comme je disais, les machine learning, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un, en fait, c'est comme si, c'est comme je vous ai dit, c'est un sous data mining. Et le data mining, c'est chercher dans les données la mine d'or. Et le plus souvent, quand on fait du machine learning, c'est des pétanques de données, c'est pas des mégas et autres, c'est des données gigantesques, impensables, des données qui ont été stockées pendant des années. Donc, du coup, tu vas faire la fouille de ces données-là, et surtout qu'il y a des formules mathématiques très complexes, déjà qui demandent du temps, comme la distance euclidienne qui demande du temps. Des choses qu'il faut devoir prendre en compte, c'est-à-dire que le GPU va jouer quel rôle dans ce cas-là? Il va jouer le rôle dans l'accélération en fait du traitement de tout ce qu'il faut faire en termes d'algorithmes, en termes de calcul numérique et autres. Donc c'est très important, parce que si vous n'avez pas un bon GPU ou une bonne RAM, je ne vous invite pas vraiment à se lancer dans le machine learning. C'est quelque chose qui est très énervant en fait. D'accord. Donc, en fait, ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure, là où je demandais un peu quels sont les moyens à mettre en œuvre. C'est-à-dire, pour faire du machine learning, ben, il faut des clusters, c'est-à-dire il faut des clusters de machines vraiment très puissants pour pouvoir calculer cette masse de données-là. Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça peut être une approche, tout comme on peut avoir une approche de architecture distribuée où chacun va faire un peu comme les technologies du big data, là où il y a la segmentation avec Hadoop qui fait du MapReduce là. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont dispersées dans diverses machines, même si elles ne sont pas très puissantes, mais chacun fait une tâche et après, chacun fait remonter en fait ce qu'il a fait un peu. Ça peut aller dans ce sens-là. Ouais, ouais. N'hésitez pas, lorsque vous posez des questions, vous posez des questions, c'est dans l'onglet Q&A, là. Q&A, là, à droite de votre écran. Lorsque vous posez des questions, n'hésitez pas à faire des retours. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait sur la réponse, vous souhaitez un peu plus de détails. Ah, d'accord. Donc, on poursuit sur une autre question de Dimitri Angoua. Il demande que peut-on faire avec le machine learning au Gabon? Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au Gabon, on n'a quasiment rien fait. Il y a tout à faire, il y a tout pensable et imaginable. D'après tout ce que j'ai cité là, c'est réalisable ici en fait. Mais vous pourriez être coincé un peu déjà dans les mesures de protection protection des. Il y a déjà une loi qui est sortie pour ça parce que vous allez traiter des données sûrement sensibles, à caractère sensible, à caractère de données personnelles. Donc ça, ce sera un frein. Et peut-être la qualité des données, vous allez faire beaucoup de traitements de données. Bon, je le dis après je peux sûr que les entreprises ont déjà cet esprit de bien traiter les données, de bien les mettre en forme. Je crois qu'ils sont encore bruts. On peut faire tout au Gabon en fait, mais c'est un véritable challenge en fait. Il faudrait déjà inculquer dans l'esprit des entreprises. Il faudra vraiment faire toute une sensibilisation en termes de traitement de données. Mais il y a tout à faire en fait. D'accord. Bon, on va prendre la question de Gilles Massara qui vient d'arriver. Là, il demande quels critères nous permettent de choisir une méthode de régression ou de classification. Du besoin que vous avez, vous avez un besoin et vous vous dites ouais, bon, c'est par rapport aux besoins qu'on choisit les algorithmes. Vous vous dites par exemple que bon, là, ok, j'ai construit une nouvelle maison. Bon, je dis n'importe quoi, hein. J'ai construit. Ok, je suis novice dans l'immobilier, je ne sais pas combien la vendre. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir les données. Bon, on suppose que vous avez ces données-là. Qui existent avec des caractéristiques comme par exemple, est-ce que la maison a une piscine, comme le nombre de pièces que la maison a, que les autres ont construit, tout ça là. Et à partir de ça, vous avez par exemple combien elle vaut. Donc, par exemple, quand vous regardez ce genre de données, vous vous dites, tiens, je peux faire du supervisé, j'ai quelque chose de labellisé. J'ai des informations sur ce que je veux des autres qui ont déjà fait. Donc, je peux me baser sur ça pour essayer de prédire ce que moi, je peux faire par rapport aux données que j'ai. Donc, là, on pense à un modèle de régression. Mais après, par exemple, comme je disais, si vous voulez, par exemple, dire si quelqu'un est un bon ou un mauvais élève, vous allez penser à un algorithme aussi de, je ne sais pas, de classification, par exemple. Ça dépend en fait du besoin que vous avez en fait. C'est vraiment par rapport au besoin. D'accord, d'accord.
Bon, ben, Gilles Massala, si tu aimerais avoir un peu plus de détails, tu peux écrire dans le chat. Donc, voilà, on a encore une question, hein, une question de Dimitri. Hein. D'accord. Quel prérequis avoir pour se lancer dans le machine learning et combien de temps ça prendra? Bon, déjà, je vais commencer par la fin. Pour le temps, ça dépend de votre détermination. Un classique, je pense qu'on a l'habitude d'écouter, et c'est vrai, c'est avéré. Ça dépend de votre détermination et du background que vous avez côté prérequis. Et tout ce qui est de prérequis, il faut avoir une solide base statistique, notamment, et en algèbre linéaire, ça peut servir aussi. Hein, tout ce qui est algèbre, statistique, vraiment statistique, et un peu tout ce qui est algèbre. Et en quelque sorte, bon, je pense que c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça le plus difficile souvent. Et après, si vous savez coder pour la fin, vous pouvez faire la même. D'accord. Donc, en résumé, des connaissances en algèbre et en statistique. Ouais. Ça, c'est la base, carrément. Le code, c'est après. Ouais, c'est... Bon, après, si vous voulez être un bon développeur machine learning, il faut ça hein, comme base. Mais après, bon, on a maintenant, avec tout là, on a des bibliothèques. Par exemple, Python. Quand j'ai implémenté ça là, je ne suis pas passé par du from scratch, j'ai pas fait du zéro. J'ai utilisé déjà des algorithmes qui avaient déjà été implémentés derrière, en fait. Après, vous pouvez vous servir de ces algorithmes-là, mais le problème est que là, c'est pour des besoins genre rapides. C'est-à-dire lorsqu'on a un besoin, mais lorsque c'est des groupes où il faut gérer, par exemple, la puissance de calcul, où il faut gérer l'optimisation de l'algorithme de précision, là, vous avez besoin de rentrer dans des choses un peu plus poussées dans la conception, quoi. Et là, il vous faut forcément avoir ces prérequis-là. D'accord. OK. Bon, ben, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui aimerait savoir quelque chose. Sinon, on va... Yves Legrand, il faut avoir fait maths, pas forcément, pas généralement. Tu peux avoir une fac de maths et puis tu t'en sors bien. Autodidacte et puis tu t'appréhendais les maths appliquées aux machines et puis tu t'en sors. Hein. OK. Eh ben, je pense qu'il est 21h et je pense qu'il n'y a plus personne qui a une question à poser. Donc, ben, on va clôturer. Hein. C'est bon, moi, je vais te donner mon avis. Les autres aussi, je pense qu'ils sont du même avis que moi parce que ils sont restés longtemps et on a 12 personnes connectées. Hein. Voilà. Ah, on a une dernière question de Dimitri là. Peut-on monter un assistant? Ouais, tu peux le faire avec du NLP là. Essaye de faire des recherches sur NLP, Natural Language Processing là. Tu peux le faire en fait. Tu peux Mais le là, faire. il faut quelqu'un qui maîtrise le Kuno. Hein. Ouais, mais après, ouais, c'est un peu chaud parce qu'il faut carrément que la machine puisse faire du reinforcement learning, c'est-à-dire apprendre par rapport à ce qu'il écoute. Il va écouter en note vocale des gens qui parlent et tout. Après, il va dégager, il va prendre lui-même, quoi. C'est un challenge, mais bon, c'est pas impossible. Ça va, bon, ben, on va rester sur cette question. Hein. On va clôturer l'événement. Donc, vraiment, comme je te donne mon avis, c'était vraiment c'était très instructif. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. Pour les nouveaux, ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, il y a un groupe WhatsApp, il y a aussi un compte Facebook. Hein. Tous les liens relatifs au réseau vous seront envoyés. Vous pouvez rejoindre le groupe. Donc, comme je disais à l'introduction, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation, c'est que GDG, c'est une communauté de développeurs, basée à Libreville. Voilà, c'est pas seulement une communauté de développeurs, une communauté de passionnés en informatique. C'est-à-dire, si vous aimez la technologie en général, que vous soyez un expert ou un débutant, ben, vous pouvez rejoindre le groupe. Voilà, c'est un groupe de partage, d'entraide, c'est-à-dire on organise souvent des événements comme ça pour discuter un peu de sujets en informatique. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de l'événement aujourd'hui, le machine learning présenté par Aris Kass, qui était très bien d'ailleurs. Voilà, donc merci pour votre attention et merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à vous aussi pour cette attention particulière et tous ces compliments. Merci beaucoup.